Farida et toi qui étiez sur l'abstention. Oui. On le note. Peut-être Philippe Barrault. Mais il y en avait. Donc attendez. Philippe Barrault. Excusez-moi. Peut-être à l'insu de mon plein gré, mais comme j'avais voté contre la réalisation de l'écopole, je pensais avoir voté contre les avenants. Il faut être. Faut juste le préciser le moment du vote. Oui, mais alors. Peut-être c'est moi qui me suis trompé. Je ne me souviens plus. Ou ça n'a pas été. Mais voilà, bon. On enregistre. Un vote contre, du côté donc de Philippe Barrault. Monsieur Lavey, c'est une abstention, donc ça fait 4 abstentions. Et un vote contre pour le rapport 23 de la précédente réunion. Toujours Éric Boucourt. Oui, juste une remarque sur la forme, ça fait 2 fois que je remarque ça. Avant était indiqué en gras le vote, unanimité ou contre, ou ça. Désormais, il y a simplement écrit que la délibération est adoptée et la façon dont elle est noyée au-dessus, dans le texte. C'est pas très commode, quoi. Bon. Ça demande de lire, quoi. C'est vrai. Mais ça se voudrait un peu opaque, ça ne serait pas étonnant. Donc il n'y a aucune consigne qui a été donnée dans ce sens. Bon. Donc si vous préférez les uns les autres la formule précédente, on y reviendra pour que ce soit plus clair et que vous ayez une lecture facilitée. M. Pili prend note de la commande. Merci. Bien. Sur ce compte-rendu, d'autres remarques? Alors, je le soumets aux voix avec les amendements. Avis contraire, abstention. Eh bien, le compte-rendu est approuvé. L'ordre du jour appelle ensuite les documents budgétaires tant attendus, à commencer par les comptes financiers uniques. Alors, vous savez qu'il y a 2 temps, puisque le CFU intègre ce qu'on appelait jadis le compte administratif, enfin jadis c'est pas très vieux, et que pour le vote du compte administratif, le principe c'est que l'ordonnateur que je suis, comme dans toute assemblée délibérante, devra à un moment sortir. Pendant que je serai sorti, il faudra bien que quelqu'un préside cette assemblée. Donc je vous propose de désigner quand je serai sorti Stéphane Rodier, premier vice-président, pour prendre la présidence du Conseil, le temps que le Conseil s'exprime sur les CFU. Y a-t-il d'autres candidatures? Des avis contraires? Des abstentions? Stéphane Rodier sera donc président de séance quand je l'aurai momentanément quitté. La première partie sur CFU et qui intègre le compte de gestion du comptable public et le compte administratif. Je reste le temps de la présentation des rapports par le vice-président en charge des finances. S'il y a des questions qui sont liées à la gestion de l'ordonnateur, et quand s'il n'y a pas de questions qui concernent l'ordonnateur donc sortira. Voilà, pour bien expliquer ce qui va se passer. Donc, je donne la parole à Olivier Chambon. Avec un micro. Merci, Monsieur le Président. Allez, c'est parti. On va essayer d'être synthétique, concis et pas trop rapide, mais pas trop lent non plus. Donc, je vais vous présenter tous les CFU, et si vous en êtes d'accord en même temps, si on fera les votes après, je vous présente en même temps que le compte des comptes. Je commence très mal, mais ça va aller mieux, hein, vous inquiétez pas. En même temps que le compte financier unique, les affectations de résultats, puisque c'est complètement lié, donc je vous propose de le faire comme ça. Allez, c'est parti, on en a 12. On va commencer par le budget principal sur ce compte financier unique. Sur la section d'investissement, on atterrit sur l'année 2024 avec 4 928 961 € en recettes, 2 177 192 en dépenses, qui nous fait un résultat de l'année de 2 751 769,22, un résultat 2023 de moins 1 365 399 48, quelques restes à réaliser, un résultat de clôture d'1 070 626 75. Sur le fonctionnement,
des recettes à hauteur de 29 585 873, des dépenses à hauteur de 27 275 078, un résultat de 2 310 795 25, un résultat reporté de 1 321 314, résultat de clôture à 3 632 109. Donc ici, pas de déficit d'investissement, donc pas d'affectation du fonctionnement sur l'investissement. Sur le 001 en investissement, on abonde à hauteur d'1 386 370. Sur le 002 en fonctionnement, à 3 632 109. Sur le budget des déchets ménagers, sur l'investissement, on a un total de recettes de 903 104, un total de dépenses de 3 620 023 44, ce qui nous fait un déficit sur l'année en investissement de 2 716 919, avec un résultat reporté excédentaire de 3 328 690, des restes à réaliser de 49 319, ce qui fait un résultat de clôture de 562 451 46. En fonctionnement, des recettes à hauteur de 9 54 537, des dépenses à hauteur de 8 699 125 32, un résultat de 355 412 50, un résultat reporté de 2 749 453 56, une clôture d'exercice sur le fonctionnement à 3 104 866 06. Sur les déchets ménagers, c'est pareil, résultat cumulé reporté en investissement au 001 de 611 771 et en fonctionnement, un résultat cumulé de fonctionnement reporté au 002 de 3 104 866. Sur le budget espace d'activité, en investissement, des recettes à 2 239 626, des dépenses à hauteur de 2 344 022, un déficit de clôture d'exercice de 103 295, un résultat reporté négatif de 133 820, des restes à réaliser de 11 005, résultat de clôture déficitaire sur l'investissement de 248 121 003. Sur le fonctionnement, des recettes à 347 188, des dépenses à 265 243, un résultat positif de 81 944 67. Ici, en affectation des résultats pour combler une partie du déficit d'investissement au 1068, propose de reporter 81 945. Sur le budget SPANC, une ligne assez facile en investissement, 0 en résultat 2024, 44 449 de résultats positifs reportés de l'année N-1. Sur le fonctionnement, sur ce budget SPANC, des recettes à 98 975, des dépenses à 99 929 39, tout petit déficit à 948 €64, un résultat excédentaire reporté de 2023 de 14 214, ce qui fait qu'on clôture l'exercice de fonctionnement à 13 266 34. Sur le budget politique de la ville, sur la section d'investissement, des recettes à 199 536, des dépenses à 323 156, un résultat déficitaire de 123 620, un résultat reporté de N-1 de 2023 de 71 612 36, des restes à réaliser de 12 252, résultat de clôture négatif de 64 260. Sur le fonctionnement, des recettes à hauteur de 823 134, des recettes de 823 134, des dépenses à 745 546 57, un résultat excédentaire de 77 587 43. Un résultat reporté excédentaire de 118 306 80, ce qui nous donne un résultat excédentaire en 2024 de 195 894 23. Sur la politique de la ville, et donc sur cette politique-là, en affectation des résultats au 1068, on affecte 64 260 à l'investissement.
Sur les budgets annexes des zones d'activité, le premier c'est la zone de H. Sur l'investissement, très peu de choses en 2024. 6 550 € en recettes, 7 350 en dépenses, un résultat déficitaire de 800 €, un résultat reporté de 2021 qui était déficitaire de 6 550. On arrive à une clôture d'exercice 2024 en investissement à 7 350 €. En fonctionnement, des recettes à 15 748,13 €, des dépenses à 7 350, un résultat excédentaire de 8 398,13 €. Donc ça, c'est des opérations de stock sur ces budgets-là. Sur Matussière, en investissement, des recettes pour 1 563 788,54, des dépenses pour 1 442 687, un résultat positif de 121 101, un résultat reporté excédentaire de 529 281 €, ce qui fait un atterrissage cumulé à 650 382,75. Sur le fonctionnement, on est plutôt pas mal. En recette, 1 583 964. En dépenses, 1 583 958. Un résultat excédentaire de 5,68 €. Un résultat reporté de 2023 déficitaire de 44 000 €. 44 641. Donc on est à un déficit cumulé de 44 635,71. Sur la zone de l'AGA, rien en investissement cette année. Résultat excédentaire de 2023 de 106 564,15 €. En fonctionnement, 5 centimes en dépenses. Donc un résultat déficitaire de 5 centimes. Un résultat reporté de 2023 de 1 700 € en déficit, ce qui fait 1 700 € et 5 centimes en déficit cumulé. Sur la zone de Felet 2, sur l'investissement, 446 141 de recettes, 456 728 en dépenses, un déficit d'investissement de 8 586,87, qu'il faut ajouter à un report d'exercice 2023 déficitaire de 461 334,96, ce qui nous donne un déficit cumulé de 2024 cumulé de 469 921,83. Sur le fonctionnement, des recettes à 447 779,47 et des dépenses à hauteur de 447 779,24. Un résultat excédentaire de 23 centimes, un résultat reporté de 57 centimes, ce qui nous fait un cumul en fonctionnement excédentaire de 80 centimes entre les deux années. Sur Racine 2, recette d'investissement 75 388,60, des dépenses à hauteur de 96 653, un déficit de 21 211, avec un résultat reporté de 2023 de 159 491, ce qui nous fait un déficit cumulé de 180 703,11. En fonctionnement, des recettes pour 77 291,02, des dépenses pour 77 291,26, un déficit de 24 centimes, reporté à un excédent de 46 centimes, ce qui nous fait un excédent de 22 centimes. Tout ça, des écritures qui tombent presque justes. La zone de la Chaubriade, en investissement 0, un résultat reporté de moins 1 857 391,82, un déficit cumulé de 1 857 391. En fonctionnement, quelques recettes à hauteur de 19 720 et des dépenses à hauteur de 25 865,90, un déficit de 6 145,86, avec un report de l'année N-1 à 47 centimes, ce qui nous donne un résultat négatif cumulé de 6 145,39. Sur le budget production d'énergie, sur l'investissement, des recettes à hauteur de 1 997 €, des dépenses à hauteur de 1 233,33 €, un résultat de 763 € positif, cumulé à un report 2023 de 25 019,82, ce qui nous fait un résultat cumulé positif de 25 783,49. Sur le fonctionnement, 90 658,99 € de recettes, 1999 € de dépenses, un résultat excédentaire de 88 661,99,
cumulé à un résultat reporté positif de 11 280,93, qui nous fait un résultat de clôture 2023 cumulé de 99 942,92. Pour reprendre sur les affectations des résultats et sur l'abondement de l'affectation des résultats du fonctionnement sur les recettes d'investissement, sur le budget espace d'activité 80 945, sur le budget de la zone de la H 7 350 et sur le budget politique de la ville 64 260. Pour le reste, c'était des résultats soit positifs soit négatifs qui sont reportés au 001 ou au 002 des sections de fonctionnement ou d'investissement. Donc on est d'accord avec la trésorerie, tout se passe bien, on n'a même plus à être d'accord puis c'est plus qu'un seul compte, donc ça tombe bien. Et voilà pour des résultats qui sont globalement sur ces budgets des résultats de bon augure. Il n'y en a qu'un qui pourrait nous poser problème, c'est le budget de la Chaubriade avec un déficit de presque 2 millions d'euros. Mais vous savez qu'on a eu une bonne surprise les jours qui précèdent et que ce budget sera bon pour l'année 2025. Bon, pour être le dernier. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour les 12 CFU et l'affectation des résultats. Si vous avez des questions, je veux bien essayer d'y répondre. En sachant qu'on fait deux votes différents, hein, un premier pour l'approbation des CFU et à la suite, mais on ne va pas faire relire le rapport puisque c'est quand même intimement lié. Alors, Éric Boucourt. Non, j'ai une remarque de forme, hein. C'est extrêmement difficile à suivre. Il faudrait que l'affichage, ça aide à voir sur quel document on est, puisqu'il y avait les documents budgétaires, il y a les documents CFU, il y a le synthèse. Bon, c'est un peu Je ne me suis compliqué. pas retourné. C'est un peu compliqué, voilà. Je ne pas être le seul, franchement. Bon, Alors, j'ai lu avant, Éric, je n'ai pas de questions, mais ça serait mieux. Alors, sur les CFU, c'est compliqué, mais c'est à la fois très simple. Parce que les CFU, il n'y a rien de plus simple. Il faut simplement lire les lignes du bas qui correspondent aux recettes et aux dépenses de fonctionnement et d'investissement. Moi, j'avais un tableau récapitulatif. On a vu, mais... Voilà. Mais que vous... oui. Alors moi, j'ai ce petit tableau-là. Non, on n'a pas ça. Donc, vous pouviez le retrouver sur chaque CFU. Voilà. Moi, je vous ai lu sur chaque CFU, sur chaque section de fonctionnement et chaque section d'investissement pour les 12 budgets, les recettes, les dépenses. Je vous ai dit le déficit ou les excédents de chaque fonction, le déficit de recettes moins dépenses et les résultats cumulés. Je vous ai fait une synthèse de tout le pavé que vous avez. On a compris, mais ça aiderait Ouais. que tu annonces le document tel qu'on l'a et que ça corresponde à ce qui est affiché. Nous, sur une tablette, on doit appeler le document le temps qu'on l'ait téléchargé. Oui, mais ce qu'on pourrait faire l'année prochaine, c'est diffuser ce tableau de synthèse Tous les chiffres. Celui-là, il va bien. Pas bien. Et j'allais vous dire, si l'année prochaine vous l'avez, ça m'évitera de le lire. Parce que Ça serait dommage. Ça te fait tellement plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une concordance parfaite entre ce qui a été lu et ce qui vous a été envoyé. Déjà. Si, là, si, parce qu'on est sur le CFU, je rappelle que le CFU, c'est le rétroviseur. Hein. C'est la constatation des comptes de l'année N-1. Donc ça ne va pas changer entre l'envoi des documents il y a 15 jours et aujourd'hui. D'autres questions? On peut faire sortir le président Et changer de président. Allez, Nico, on change de président. Alors, vous jugerez par vous-même si c'est mieux avec celui-là qu'avec l'autre. Mais avec celui-là, ça va pas durer longtemps. C'est l'avantage. En 1 ou globalisé, tu peux. Je l'ai fait voter S'il y a des gens, l'ensemble. mais s'il y a des gens qui... Si vous en êtes d'accord, je fais voter l'ensemble des CFU. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie. On peut faire rentrer le président. C'est rapide. La mission est... Alors, sur l'affectation des résultats, je vous propose la même chose. Je vous ai dit, je reprends pas ce que je vous ai dit. Par rapport à ça, y a-t-il des abstentions, des oppositions?
Merci. Alors, Monsieur le Vice-président, en tant qu'ordonnateur, je voudrais remercier l'Assemblée pardon. délibérante. Ah oui, la main sur le cœur. La confiance. D'accord. Sur l'affectation des résultats, il n'y a pas d'observation. C'est bon, ça a été voté. Allez. Taux de fiscalité. Donc, nous sommes réunis au mois de mars sur le rapport d'orientation budgétaire avec un débat qui a eu lieu, avec des chiffres qui vous ont été donnés, qui n'ont pas donné lieu à de questions, pas de questions sur ces chiffres-là. Donc, par rapport à ces taux-là, je vous les rappelle, ils n'ont pas changé depuis la dernière fois. C'est un taux de TOM à 13,6%, un taux de taxe foncière sur les propriétés bâties à 5,58%, une taxe foncière sur les propriétés non bâties à 21,08%, taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale à 27,5%, cotisation foncière des entreprises à 28,36%. Par rapport, il faut que je vous fasse voter en 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on peut le faire en 2 fois. D'abord pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Merci. Ordures ménagères. Sur quoi? Sur le taux? Le taux. Alors, La taxe de ménagère ne sert pas qu'à financer les copoles. Hein. non, mais c'est en foi. Non, mais c'est une position qui n'était pas la vôtre avant. C'est une taxe que Le taux était voté avant. le taux n'a Ouais, on a pas le droit de changer d'avis. Hein. Non, c'est un taux qu'on maîtrise. Parce que le taux ne change pas. Donc, Certes. Donc, par rapport à ça, il faut l'augmenter aussi. combien d'abstentions? 1, 2, 3. D'opposition? Merci. Sur les taux de fiscalité entreprises et ménages, des oppositions, des abstentions? Merci. Alors, pour la taxe GEMAPI, là, il y a un changement par rapport à vos documents. Les chiffres ne sont pas bons. Monsieur le Président, on a vu ça avec le vice-président. Alors, on s'est mis d'accord sur les orientations sur GEMAPI, où on essaye d'avoir un travail GEMAPI assez linéaire, où on ne change pas d'une année sur l'autre les travaux, on essaye d'avoir un plan pluriannuel d'action. Donc cette année, sur le parc, sur notre zone d'action, on ne serait pas à 306 000... on serait à 276 806,37 et on serait bien à 2 000 € pour Vichy Communauté, pour son affluent de l'Allier, et on serait à 601,42 € pour Billon. Mais le chiffre pour nous serait à 276 806,37 €, ce qui ferait 279 407,79 €. C'est bon, vous voulez que je répète? 676 806,37 pour TDM. 276. 276 806,37. 2000 pour Vichy. 601,42 pour Billon. Ce qui fait un total de 279 407,79. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Donc ça baisserait par rapport à l'an dernier? Non, c'est identique par rapport à l'an dernier. D'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Donc là, on va rentrer dans le dur. Enfin, dans le dur, pas trop d'ailleurs, parce que finalement, je vais vous présenter un document chiffré qui correspond exactement au rapport d'orientation budgétaire de la dernière fois. Puisqu'on n'a pas eu de questions qui ont fait qu'on a dû modifier les chiffres. Alors, je sais, j'ai pas des yeux dans le dos, des fois c'est mieux. Je sais pas exactement ce qu'on va vous projeter, comment je vais le présenter, parce que moi j'ai des maquettes qui sont peut-être un peu différentes du PowerPoint, mais si je veux aller un peu dans le détail, je suis obligé de vous dire les choses. Alors, concernant le budget principal,
le budget principal de la communauté de communes en fonctionnement, il va s'équilibrer à 33 868 837,48 euros. Alors pour ceux qui ont des tablettes, il faut aller sur le budget principal. Tu vois Eric, là je prends le temps de... Vous avez, parce que j'ai des yeux avec des lunettes aujourd'hui, vous avez le budget qui vous est transmis par projection dans ces grandes lignes. Sur ce budget principal, sur les dépenses de fonctionnement. Ces dépenses de fonctionnement, donc elles sont à 33 868 837. Sur les charges à caractère général par rapport à l'année dernière, moins 89 000 euros. On a réajusté les prévisions par rapport au réalisé 2024 qui était à 3 469 216. Une diminution des dépenses d'électricité et de gaz par rapport au marché qu'on peut avoir, à la mutualisation de nos marchés, à la baisse des tarifs, donc ça c'est intéressant. Une augmentation des prestations à la SPL Gaïa, une augmentation forte, on l'a vu tout à l'heure, de nos assurances, notamment de tout ce qui est assurance flotte, automobile et bâtiment, où les tarifs ont été multipliés par 3, et ce qui nous fait augmenter de la somme de plus de 100 000 euros. Le transfert de cotisation, qui vaut compte 65. Sur le chapitre 12, on l'a dit la fois dernière, on vous l'a complètement marqué la fois dernière par des tableaux vous répertoriant toutes les arrivées, les départs, les sommes qui pouvaient être mobilisées sur ces emplois-là en subvention. Il y a dans cette augmentation des dépenses le transfert des personnels des services marchés et assurances aux alentours de 300 000 et informatique aux alentours de 150 000 de la ville de Thiers pour constituer un service commun porté par l'intercommunalité, et on trouvera sur un autre compte en recettes de fonctionnement les cotisations de la ville de Thiers là-dessus, le recrutement de personnel, notamment du technicien bois et forêt, du personnel pour l'enfance jeunesse pour plus d'ouverture au public, directeur du service éducation, du personnel supplémentaire pour le SPANC, mais qui est refacturé sur ce budget-là, un animateur de territoire, des gens pour la politique de la ville également. Il y a dans cette augmentation du 0,12 l'augmentation des taux de cotisation très importants de la CNRACL et de l'URSSAF à plus de 150 000 euros, l'augmentation des régimes indemnitaires à plus de 125 000 euros, les avancements d'échelon, les heures supplémentaires. Au chapitre 65, les charges de gestion courante, on est à plus de 450 000 euros du fait de l'augmentation de la participation au CIVUTUT liée, on en a parlé, au transfert de la région de la compétence transport scolaire que nous devons récupérer. Le transfert de compétences de cette compétence ne sera pas intégralement épongé par la région. Donc la différence entre ce que la région donnait et ce qu'ils veulent nous donner, c'était au départ de 800 000 euros. On a réussi à trouver un compromis aux alentours de 450 000 euros. Au chapitre 68, dotation aux amortissements et aux provisions, c'est une provision pour maladie, pour les CET, les capital d'essai, qu'on va étaler sur 4 ans. Sur les dépenses de fonctionnement, c'est les gros mouvements qu'on peut avoir. Sur nos recettes, elles sont bien évidemment liées à la fiscalité et aux dotations aux participations. Par rapport à ce que vous avez dans le document, on a reçu les derniers chiffres de l'État. On n'a pas changé. On n'a pas pu changer ces chiffres-là par les 12 jours qui nous imposent de vous envoyer les documents. Et donc entre ces 12 jours et aujourd'hui, on a reçu des services de l'État la notification qui fait que sur la dotation d'intercommunalité et les dotations de compensation, notifié 2025, 3 672 674, alors qu'il était prévu au budget 3 661 471, donc on a un complément par rapport à ce qu'on avait prévu de 11 203 euros.
Sur la revalorisation des bases et sur les sommes affectées par l'État pour compenser tous les impôts directs qui ont été supprimés par les gouvernements successifs. Nous avions budgété dans vos documents 19 306 607, l'État 1259, l'État barbare qui nous a envoyé par l'État pour nous donner combien on nous aura de recettes pour 2025, se stabilise à hauteur de 19 244 871, donc moins 61 737 par rapport au BP prévu, donc 11 000 en plus d'un côté, 61 en moins d'un autre, donc on a une différence effective de 50 000 euros à l'horizon du 1259, ce qui ne veut pas dire qu'avec des bases nouvelles, on n'atterrira pas un peu plus haut, donc on était quand même dans nos prévisions plutôt pas trop mal. Donc sur les recettes, on a un résultat reporté de fonctionnement de 2024 de plus 2 311 par rapport à 2024, sur cette année 2025. Au chapitre 13, on a 28 000 euros de moins car diminution des remboursements de l'assurance du personnel. Au 42, sur des opérations d'ordre, là on va retrouver toutes les opérations de transfert de provisions pour charges de personnel, étalées sur 4 ans dès 2025, ce dont je vous ai parlé la dernière fois. Sur les produits de service, on est à plus 305 000 euros car on refacture du personnel. Si on a la base, nous, du service commun, on refacture du personnel à celui qui l'utilise. Sur la fiscalité locale, plus 515 000 par rapport au BP 2024, mais seulement plus 152 par rapport au réalisé 2024, avec une revalorisation des bases de 1,7%, et au 74, dotation et participation, un peu moins, et je vous ai dit les chiffres de la taxe de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle et toutes les autres compensations sur l'État 1259. Donc en recettes et en dépenses, on s'équilibre à 33 868 000 euros et des boutiques. Sur l'investissement s'équilibre à 8 636 522. Pas de résultats reportés sur les dépenses d'investissement, car on a plutôt bien travaillé en 2024. Pareil, au 0,40, c'est sur les opérations d'ordre, les 285 000 qu'on retrouve en transfert de provision pour charge de personnel. Au chapitre 16, on a une stabilité des prévisions de remboursement du capital de la dette. On aura bien évidemment un emprunt qui est prévu en recette d'1 400 000 euros, mais on ne va pas abonder son remboursement en 2025. On l'aura à partir du début de l'exercice d'après. Les dépenses d'équipement au chapitre 20, 201 au 21 au 23 sont de 7 675 000 euros en 2025. On vous les a répertoriés la dernière fois, mais pour vous dire dans les grandes lignes, c'est le multi-accueil de tiers 121 000 euros, l'aire de grand passage pour 1 394 000 euros avec une recette d'1 million d'euros en face, des travaux de voirie et de mobilité douce pour 1 459 375, des travaux sur le parking du lac d'Aubusson à 400 000, pour le snack de 408 800, des remises en état de la maison de quartier des Molles pour 200 000, l'installation de la vidéoprotection dans les zones 120 000, travaux du bâtiment enfant jeunesse pour 112 000, aide au commerce 80 000, matériel et mobilier des écoles 45 000, matériel enfance 39 000, matériel véhicule centre social 38 000, l'aide à Courpierre, fonds de concours 150 000 pour le cinéma. Voilà les grandes masses en dépenses. Si on a des dépenses, il faut des recettes. Sur les recettes d'investissement au chapitre 001, un excédent reporté de 2024 d'1 386 369,74, c'est plutôt intéressant. Un virement de la section de fonctionnement de 1 643 000 euros de plus par rapport à 2024, car les résultats 2024 sont bons, puisqu'on a un virement de la section de fonctionnement de 3 169 815,33. Au chapitre 13, au niveau des subventions, on est à 1 423 565 en 2025.
donc un peu moins qu'en 2024. Et au niveau de l'emprunt, on prévoit pour faire tous ces travaux un emprunt d'1,4 million parce qu'on n'a pas voulu manger tout l'excédent de fonctionnement sur des travaux de voirie qui sont des travaux qui vont durer dans le temps, qu'on peut amortir sur 20 ou 30 ans. Donc ça aurait été complètement débile de manger tout notre fonctionnement et de ne pas en reporter une part sur nos budgets de fonctionnement. Donc voilà, c'est un budget donc qui s'équilibre en investissement à 8 636 522 96. Ce budget-là, comme les autres, est un budget où on a voulu investir dans la quotidienneté, c'est-à-dire avoir un budget de fonctionnement important par rapport à des compétences de tous les jours et qui concernent toute la vie, de la naissance jusqu'à la fin de vie pour nos compétences. Donc les budgets de fonctionnement ne sont pas des gros mots, je le répète, comme la dernière fois, c'est vraiment investir pour le quotidien, mais investir également dans la voirie, dans les bâtiments et dans tout ce qu'on peut avoir à faire, notamment dans les commerces ou sur l'habitat. Donc voilà, c'est un gros budget, puisqu'un budget de 33 millions en fonctionnement et de presque 9 millions en investissement sont des budgets aujourd'hui qui sont importants pour le territoire, donc qu'on a réussi à faire cette année avec assez de facilité au vu d'un exercice 2024 qui a été bon parce qu'on l'a maîtrisé et il faudra toujours être dans la maîtrise pour pouvoir continuer à investir d'une part et à faire fonctionner des services de façon efficace et efficiente. Si vous voulez, je peux m'arrêter sur le budget principal si vous avez quelques questions. Je ferai pareil pour le budget des chemins peut-être et les autres, ce sera peut-être plus facile sur des budgets de stock. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget, Eric ? Oui, d'abord merci, puisque la présentation correspond, c'est quand même plus facile à suivre. Bon, il y a des petits écarts dans les chiffres, c'est certainement une raison technique, mais bon. Et par contre, ce qui est bien aussi, je ne sais pas si c'est prévu dans les tableaux CFU, mais traditionnellement, on avait une colonne supplémentaire avec N-1, ce qui permet de voir les évolutions des différentes lignes. Quand on ne le met pas, c'est qu'on n'a pas envie que les gens le regardent. Ah oui, c'est ça. Oui. Non, c'est pas ça, on aurait pu le faire comme ça. Généralement, ils savent le faire. Hein, ils peuvent mettre, c'est vrai qu'on peut, l'année prochaine, c'est une bonne. Je vous remercie. Monsieur Barraud. On enchaîne. Ah pardon, monsieur Barraud. Et donc, théoriquement, ça nous fait une épargne nette prévisible à combien pour notre budget prévisible? Alors, l'épargne nette, vous l'avez dans un des tableaux. Tadadam. Normalement, Noël, vous devez avoir ça dans un tableau. Ouais. Mais sinon, c'est dans Vous pouvez pas 56 4. C'est ça? Oui. C'est ça. Donc, j'ai une épargne nette à 12 000 euros. Mais c'est un budget, c'est pas un compte administratif. Voilà. Oui, c'est un budget prévisionnel. C'est un budget. Et on a eu l'honnêteté de le mettre, ce chiffre. Parce qu'on aurait pu ne pas le mettre, parce qu'il correspond à pas grand-chose. Il correspond à un budget primitif et non pas voilà un CFU. Donc il faut pas s'affoler là-dessus parce qu'on a une capacité de désendettement qui est ridicule. On a un budget N-1 qui nous permet de réaliser un budget N dans une sérénité certaine. Donc aujourd'hui, c'est un budget qui va plutôt bien. Avec des sommes, on a mis des sommes qui nous permettent de bien fonctionner. C'est pas pour ça qu'il faut pas avoir une attitude rigoureuse et pertinente sur chaque ligne pour nous permettre d'avoir en fin d'année des excédents pour nous permettre de bien repartir l'année prochaine. Effectivement, si on part à volo sur toutes les lignes et qu'on dépense 99 ou 100% du budget, le budget 2026 serait très compliqué à réaliser. Mais on a dans pas mal de lignes mis des réserves. D'accord, donc qui permettront d'éviter, parce qu'avec 12 000 de cap net, on n'a pas de marge, quoi. Si on réalisait réellement le budget prévisionnel. Et surtout qu'on a, comme on a dit dans le DOB, les dépenses pour les EHPAD qu'on a toujours budgétées pareil. Donc,
que les EHPAD arrivent à dépasser de 12 000 euros leur budget, à mon avis, sur un cliquement d'œil. Le budget du CIS a été voté tout à l'heure et n'aura pas besoin ni de subventions d'équilibre supplémentaires telles que c'est proposé dans le budget de TDM, ni même en cours d'exercice. Et pour, Quant à dans 2 ans ou dans 3 ans, pour la fraction de la Je fais TVA pas de promesse. nationale aussi, on peut quand même avoir des inquiétudes vu l'évolution de la situation économique et des insomnies de Monsieur le Président américain qui peuvent donner des résultats difficiles. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux avoir des réserves si on part avec cette carte. C'est ce que vous disiez la dernière coup, là, M. Barrault, là, vous avez parlé de 0,9. Aujourd'hui, on nous parle de 0,7% de croissance. Au gouvernement, les spécialistes sont entre 0,2 et 0,4. Soit égal et Voilà. là qui parle de- Mais sans inflation démesurée en 2025. D'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? C'est le budget principal. Non, Ah oui. il inclut la subvention aux EHPAD. Oui. Bon, je vais revenir quand même brièvement, parce qu'on avait souhaité une réunion là-dessus, car peut-être ultérieurement, mais Oui. Ce qui me gêne, c'est qu'au départ, on pouvait bien comprendre, il y a eu le Covid, il y a eu un taux de remplissage qui a beaucoup baissé, je crois, vers 80%, alors qu'il faut au-dessus de 90 pour être à l'équilibre. Il y a eu la hausse du coût de l'énergie, un peu moins vrai, elle reste élevée, mais elle a quand même baissé depuis. J'espère que le taux de remplissage a remonté. Il est très bon. Il est très bon. Il est proche de 100%. Et pourtant, il faut toujours la même somme pour équilibrer. Ben oui, parce qu'on a revalorisé les régimes indemnitaires des personnels des EHPAD qui le méritaient bien. Et donc on l'a fait depuis la subvention de 2023 augmenter et porter à 1 990 000 euros. Et on a pu le faire dans l'enveloppe d'1,9 million. Inflation. Plus l'inflation. Ça explique à soi seul le maintien de cette subvention. Plus d'autres dépenses qui ont pu être maintenues. Il n'y a pas grand-chose qui a diminué et qui est revenu au montant d'avant Covid. Hein. Non. Même pour les ménages. Hein. C'est pas parce que l'inflation se tasse qu'on revient au prix d'avant 2023. Hein. C'est pas ça que je pensais, mais le taux de remplissage, il est essentiel. Ça fait pas tout. Il est quand même important. Si on revient 2 ans en arrière, beaucoup parmi vous ont pris la parole en disant cette année, donc c'était 2023, cette année c'est 1,9 million, l'année prochaine ça sera 2,5 millions et en 2025 ça sera 4. Et vous pouvez regarder les vidéos. Moi je m'en souviens. Non, si, si. Non, mais peut-être pas toi, Eric. hein. Pas toi, mais d'autres, hein, j'ai dit d'autres. Et je peux te dire qu'en 2023, je pouvais pas garantir qu'on allait maintenir cette subvention. Aujourd'hui, la maintenir, c'est peut-être pas une grande victoire, mais c'est au moins un constat de stabilisation. Et après, voilà, il faut toujours des explications des choses par rapport à ça, je te rejoins. Par contre, moi, c'est pas une subvention qui me gêne parce que c'est notre politique sociale. C'est notre politique sociale. On a essayé avec mes collègues au département d'abonder sur des crédits non reconductibles parce que tous les EHPAD sont en difficulté. On en a eu un petit peu. On a un plan de stabilisation et de retour à l'équilibre à TDM sur 5 ans, aidé par Finance Conseil. On est les seuls sur le département à essayer de le mettre en place. Donc c'est vraiment compliqué. Et au bout d'un moment, au département ou à l'ARS, moi on m'a dit c'est vos EHPAD, c'est à vous de les assumer. Donc, là où cette année, sur le budget du département qui a été voté hier ou avant-hier, avec mes collègues, on va plus aller sur le fonctionnement parce qu'on voit que il va y avoir des restructurations à faire, parce qu'on est en difficulté quotidiennement, mais ces EHPAD ils vieillissent, donc on va aller sur une aide à l'investissement. Des EHPAD, parce qu'on sait que là, ça posera des difficultés. Alors après, je rajoute que la réunion sur la situation du CIS, quand je dis situation, c'est recettes-dépenses, on la fera, mais on a besoin de voter les budgets avant de savoir exactement où on en est. Donc cette réunion aura lieu. Stéphane Rodier a demandé la parole.
Par rapport au déficit qui a été comblé sur le CIS, moi je rappelle que il se trouve que je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital. Sur l'hôpital, on a ce qui correspond au CFU, on est à moins 6 millions. Amber à moins 4 millions. Lyon à moins 1,5 million. On a la chance, nous, parce que le territoire a décidé de se mobiliser, de financer les hausses qui ont eu lieu. Il faut être assez conscient aussi que tout l'appareil de santé et au-delà médico-social est très mal en point sur l'ensemble du territoire national. Et moi, je tire la sonnette d'alarme. Je ne vois pas comment on peut continuer sur cette lancée-là avec les politiques nationales, avec des choses qui ne sont pas financées sur des entités qui sont aussi importantes pour le territoire que des hôpitaux publics. Il se trouve qu'en plus, pour le cas de tiers, on a un déficit de 6 millions d'euros alors que les actes médicaux n'ont jamais été aussi élevés. C'est-à-dire que non seulement on aurait dû diminuer dans une époque normale et regagner des marges de manœuvre, en fait, on a l'impression que c'est de plus en plus compliqué pour l'ensemble des hôpitaux publics. Alors on peut rajouter aussi dans les... Et j'ai souhaité qu'on l'a, je ne sais pas si c'est la bonne diapo qui est derrière moi, mais dans l'année 2023, ce qui a fait effet aussi de masse, il faut rappeler les faits, la subvention d'équilibre au CIS est passée donc à 1 990 000. Là-dedans, il y a, de mémoire, mais Noël pourra me dire si Noël, le bon montant, il y a 490 000 euros de réduction de l'attribution de compensation depuis Guillaume pour aller financer plus le SIAD, tout ce qui a été transféré, soit du SIAD, soit de la commune depuis Guillaume. Ça ne va pas baisser. C'est un transfert de compétences. Donc, faut à chaque fois refaire de la pédagogie sur ce qu'il y a dans cette subvention d'équilibre. Il y a un gros quart de cette subvention d'équilibre. Alors, il y a la moitié qui résulte de l'histoire, et puis il y a un quart qui résulte en même temps que on a eu l'augmentation liée au Covid d'un transfert de compétences. Bien, Philippe Barrault. Philippe Barrault. Oui, en fait, sur la réunion d'information auquel nous viendrons, la question qui se pose, en fait, c'est que nous, on reconduit notre subvention à l'identique, mais ça n'a de... attends. Il est branché, il faut parler plus près, c'est bon, et plus fort quand même. Et donc, ce qui compte réellement, c'est pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans les EHPAD? Parce qu'on avait bien vu sur la première réunion de présentation qu'elles ont, en particulier celles qui ont des crédits d'investissement à payer qui sont importants, elles étaient en difficulté, et qu'un certain nombre d'EHPAD, à la fin, n'avaient plus de trésorerie. Donc on peut avoir une subvention qui, chez nous, est équilibrée. S'il y a pendant ce temps-là, même si elles arrivent à équilibrer leur budget qu'à un quart, des EHPAD qui explosent en vol sur l'investissement et sur leur trésorerie, c'est pour ça qu'en fait, il faut avoir les deux infos pour juger est-ce qu'on va s'en sortir ou non. Pour le principe, moi je pense que cette subvention, elle est conduite à augmenter. Si on regarde les données sur les EHPAD actuels, je la vois mal diminuer, ou alors j'ai pas compris l'évolution des EHPAD, mais elle aurait plutôt tendance à évoluer en augmentant, non? Alors on a de ce point de vue-là quand même une amélioration des financements en provenance de l'ARS. Il y a eu les crédits non reconductibles dont parlait Olivier Chambon en provenance du département, mais les crédits venant de l'ARS ont été améliorés. On a renégocié pour les EHPAD ce qu'on appelle les CPOM, les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Donc de ce point de vue-là, la situation elle s'est stabilisée grâce à ce travail qui a été mené depuis 2023. Quant aux investissements, sur le cas du transfert de l'EHPAD par exemple depuis Guillaume, c'est dans les documents, ça fait peut-être beaucoup, mais enfin c'est dedans. On a voté, je vous rappelle ici,
une réduction de l'attribution de compensation depuis Guillaume pour financer la mise à niveau de l'EHPAD Michel Chérens à hauteur de 200 000 euros par an. Ça n'existait pas. Donc, le boulot est fait. Hein. Après, moi, je ne sais pas faire imaginer les catastrophes dans 10 ans, je ne sais pas faire. Jean-Pierre Dubout. Après, on passe au vote. Hein. Oui, peut-être une petite précision, donc, pour expliquer un peu ce que disait Eric tout à l'heure. Effectivement, le taux d'occupation de l'EHPAD a remonté, des EHPAD ont remonté, donc les recettes ont remonté aussi. Mais cette amélioration donc globale de la situation nous a permis de faire des progrès assez conséquents au niveau donc des finances du CIS, notamment de rembourser une ligne de trésorerie qui était de 900 000 euros et qui nous générait des frais financiers assez considérables. Et ça nous a aussi permis de dégager une capacité d'investissement justement pour prévoir cet avenir et ces travaux assez conséquents qu'on devra programmer à un moment ou l'autre. Donc ça a considérablement amélioré la situation et nos efforts parallèlement qu'on a pu conduire d'optimisation ont aussi porté leurs fruits et on le verra le jour de cette commission. Aujourd'hui, on peut envisager au moins à court terme, hormis effectivement si des facteurs exogènes comme M. Trump venaient tout bouleverser, mais on peut assez sereinement envisager les prochaines années. Pour l'année 2025, le taux directeur voté par le département est à plus 3%. C'était 0,5, ouais, normalement on aurait dû être à 1. Donc là, il est à plus 3%. Donc avec possibilité d'avoir une tarification différenciée. Donc il faudra voir comment on engage le process là-dedans. Donc on est plutôt sur une belle ligne de conduite là-dessus. Par rapport à tout ça, des oppositions, des abstentions, une abstention, merci. Budget déchets ménagers. Budget déchets ménagers, l'un de nos gros budgets aussi, qui s'équilibre, alors je sais pas, ouais c'est impeccable. Qui s'équilibre sur la section de fonctionnement à un peu moins de 11 millions d'euros. Avec des charges à caractère général qui sont stabilisées, des recrutements au 012 pour le personnel, notamment sur les postes qui nous manquaient, hein, qui étaient vacants, un poste de mécanicien, d'agent de quai, d'agent de déchetterie, responsable de collecte, qui est parti en retraite. Toujours l'augmentation de la CNRACL et de l'URSSAF, l'augmentation du régime indemnitaire. La contribution au Valtom, elle n'augmente pas beaucoup par rapport aux autres années. On est plutôt sur les mêmes bases. Espérons que ça continue. Les charges, les intérêts, sont en augmentation puisqu'on a levé l'emprunt et qu'il faut qu'on le rembourse. Un emprunt de 3 millions d'euros sur 20 ans. Et puis, comme pour le budget principal, des provisions pour maladies, CET et capital décès. Pour les recettes en fonctionnement, c'est très grandement dû à la fiscalité et notamment à la TOM, puisqu'une revalorisation des bases de TOM de 1,7% qui nous rapporte 6 514 000 euros. Donc ça c'est plutôt très intéressant. Au chapitre 74, au niveau des dotations et des participations, c'est une baisse des recettes pour revente aux éco-organismes et baisse des aides pour la prévention des déchets. Il faut vraiment qu'on travaille, hein. Faut qu'on soit meilleur. Je sais que le vice-président travaille beaucoup, mais il faut qu'avec les équipes on soit meilleur sur la revente de matériaux, sur le tri, parce que c'est des choses qui vont compter. Et moins 41 000 euros, c'est pas normal. Il faudra qu'on augmente ce chiffre-là et qu'on l'inverse pour que ces budgets ils soient plus faciles à faire. Sur le budget d'investissement, il s'équilibre un peu plus de 10 millions d'euros. Là, c'est l'Écopole qui est intégré à ce budget-là, avec des travaux importants en 2025. Le remboursement de l'emprunt, c'est plus 111 000 euros. Du fait de la prise en compte de cet emprunt de 3 millions d'euros sur 20 ans dès 2025. On aura un autre emprunt qui va être fait cette année. On le verra en recettes. Sur les dépenses d'équipement, on est donc assez important sur cette année. 6 millions d'euros sur l'Écopole, des recettes à 2,5 millions à peu près, puis d'autres menus travaux pour les colonnes enterrées, pour des véhicules, donc un gros budget. Sur les recettes d'investissement,
Au chapitre 10, sur les dotations et réserves, un FCTVA pour 1 113 000 euros, des subventions, je vous l'ai dit, pour à peu près 2,5 millions d'euros, et un emprunt de 3 millions d'euros pour le financer, auquel on ajoutera un autre emprunt d'un peu plus de 3 millions. Donc on avait dit on aura 6 millions d'euros à rembourser sur ce budget-là, qui devront être remboursés grâce à la TOM. Donc c'est un budget où il faut être vigilant puisqu'on a investi lourdement. Mais cette écopole sera, on l'a dit, performant énergétiquement et un bâtiment de haute qualité environnementale qui nous permettra de baisser fortement nos dépenses à caractère général, notamment sur les fluides, qui nous permettra également d'avoir une meilleure revalorisation matière sur tous nos déchets sur le territoire. Donc c'est un effet à plusieurs bandes. On aura certes un remboursement fort à réaliser sur cette écopole, mais on aura des dépenses de fonctionnement en moins qui nous permettront d'avoir des marges de manœuvre pour abonder sur l'investissement. Voilà, un budget donc qui s'équilibre à 10 998 232 en fonctionnement et qui s'équilibre à 10 510 735,88 en investissement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce budget ? Francis ? Oui, merci Monsieur le Président. Sur ce budget général des déchets ménagers, on voudrait revenir un petit peu juste sur l'écopole. On a commencé à 7,1 millions. Là, on est à presque 12. On se pose des questions sur la subvention, puisque sauf erreur de ma part, on est à 2 millions. Il devait y avoir 2 tranches de subvention. Donc où est-ce qu'on en est sur le montage financier finalement là-dessus? Donc nous, ce que l'on souhaiterait savoir, le groupe, c'est savoir quelles vont être les prochaines recettes sur cette écopole, puisqu'il a eu une forte augmentation sur le montant des travaux. Alors c'était dû à un moment à l'augmentation des matériaux, au moment où on avait ouvert les plis. Donc où on en est sur le montage financier, et est-ce qu'on a prévu un point d'arrêt pour attendre cette deuxième tranche? On n'a pas eu 2 tranches, on va avoir 3 tranches. Alors, sur le plan de l'ingénierie financière, les travaux se suivent. L'ingénierie financière, elle est liée aussi à ce qu'on a discuté avec le service de l'État, notamment qui est le principal financeur via la DSI et la DETR, compte tenu des enveloppes. C'était avec le préfet Chopin que ça avait été discuté. Il était question de faire 3 tranches de subventions. Et aujourd'hui, ça se passe comme prévu. Il va nous manquer la tranche 2026, mais connaissez le principe d'annualité budgétaire. Donc là-dessus, on a quand même voulu faire une APCP, autorisation de programme crédit de paiement, pour que l'Assemblée délibérante que nous sommes ait une vision à la fois du volume global de l'investissement et du découpage en tranches. C'est l'objet d'un des points de l'ordre du jour. Partant de là, c'est ce que disait le vice-président tout à l'heure. On a un projet. Alors, il faut éviter de comparer des sommes hors taxes et des sommes TTC, parce que forcément, on accroît l'augmentation. Ça dépend quel sens on veut donner aux chiffres, mais bon. Non, mais je sais pas ce que vous voulez donner comme chiffre, mais bon. Tout ça pour dire qu'on est sur un bâtiment qui en plus de nous faire des économies de fonctionnement, des économies, quand je dis fonctionnelles, coordonner 3 dépôts différents et en coordonner un, ça va quand même pas être la même en termes de pilotage. Je rappelle que les bâtiments que nous quittons sont des bâtiments, outre le fait qu'ils sont dans des conditions sanitaires déplorables pour au moins un des 3, on est sur des bâtiments pour lesquels nous payons des loyers aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas mettre dans un budget. Mais l'économie, je crois qu'on avait imaginé le scénario des économies réalisées sur une vingtaine d'années au tarif des fluides de 2023, au loyer de 2023, on était à plus de 2 millions d'euros. Ça, c'est quand même un chiffre qu'il faut intégrer dans l'équilibre économique de l'opération. Et encore une fois, tout ça porte sur un budget ordures ménagères qui est financièrement capable de supporter cet investissement, même si on avait une
que 2/3 des subventions d'investissement par rapport à ce qu'on avait prévu, ça passe. Bien. Monsieur le vice-président, fait voter. Des abstentions 1, 2, 3, 4, 5. 5, non? Farida aussi? 5. Des oppositions? Merci. Budget espace d'activité. Budget espace d'activité, c'est tout le budget, les budgets qui correspondent à tous les bâtiments à vocation économique qu'on peut avoir, la station-service de Chavroloche, le multiservice à Paladuc, la boulangerie à Celles, l'auberge du Rochemont à Sainte-Agathe, le 2013 à Sermentizon, le centre de bien-être qui ne sera plus à nous à Saint-Rémy, le gîte d'entreprise à Courpierre, bâtiment de la gare à Courpierre. Sur ces budgets-là, budget qui s'équilibre en fonctionnement à 325 780 et en investissement qui s'équilibre à 2 518 544,67. Principales recettes sont les loyers et les charges, et les charges des commerces, d'entreprise. Pour les dépenses de fonctionnement, augmentation de l'assurance, rien de bien original. Pourquoi un budget d'investissement aussi important? Le président va vous présenter on l'a mis sur ce budget-là, le village de... Ah oui. Eh bien, on aura de nouveaux locaux à louer. Pardon? On aura de nouveaux locaux à louer, puisque nous avons décidé d'acheter un projet, en gros, de modules de location à destination des activités, notamment artisanales, puisqu'il y a une demande assez forte. Très forte. Et donc là, le projet, c'est d'acheter en VFA, vente en état futur d'achèvement, un bâtiment avec une douzaine de modules autour de 150 mètres carrés en surface moyenne pour les mettre en location. Donc on enrichit le parc dans une logique un peu de pépinière d'entreprise Sur Mathussière. Sur Mathussière. C'est limité dans le temps. Ah ben on fera ce qu'on voudra, on mettra un règlement. Mais on aura un bâtiment avec 12 modules à louer. C'est nous qui définirons le règlement. De toute façon, 150 mètres carrés, soit c'est une entreprise qui trouve pas mieux, soit c'est une entreprise qui veut grandir, et il faudra qu'elle parte et qu'elle achète un terrain éventuellement à côté. Les pépinières, c'est limité, on peut prolonger. Oui, mais on peut donner le règlement qu'on veut. Hein. J'ai dit, c'est l'esprit pépinière. En tout cas, c'est l'esprit où la collectivité apporte une offre locative au monde économique, offre locative qui n'existe pas aujourd'hui ou pas suffisamment. Alors ça, on va pas obligé que ça démarre en 2025. Sur l'opération, on prévoit de faire un emprunt de la globalité des choses qui sera remboursé par les locations. Donc voilà, une opération intéressante parce qu'on a beaucoup de demandes sur des gens qui veulent louer des locaux entre 80 et 200 mètres carrés où on arrive à trouver tout et n'importe quoi. Là, on va pouvoir faire un module qui ait de la gueule, qui soit moderne, qui respecte passer le projet, on peut le faire circuler si ça fait c'est indicatif, hein, c'est pas un permis, hein, c'est une petite diapo avec ce que ça pourrait être et avec pour la totalité des modules des modules avec accès PMR. Le montant de... 1,8 million. 1,8 million hors taxe. À Mathussière. Vous pouvez regarder le dossier là. Voilà sur les recettes, un emprunt. C'est pour ça que là, ce budget-là qui était minimaliste, il devient un petit peu cossu. Par rapport à ça, des abstentions, des oppositions, merci. Budget Spank, alors budget Spank, il s'équilibre de lui-même par rapport aux recettes qu'on peut demander aux particuliers. Sur le budget de fonctionnement, il s'équilibre à 178 363,45 €. Sur le budget d'investissement, il s'équilibre à 46 459,17 €. Pour le fonctionnement, pas grand-chose. Charges à caractère général qui sont un peu plus grandes du fait de l'étude de transfert qui est prévue à 18 000 €. Et voilà, sur le reste, au chapitre 21,
sont prévus 24 000 euros pour l'acquisition d'un infiltromètre. Je ne savais pas ce que c'était, et je ne le sais toujours pas, mais un outil pour calculer l'imperméabilité du sol. Un emprunt qui est prévu, donc une section d'investissement qui s'équilibre à 46 000 euros. Des questions par rapport au budget Spank qui va plutôt bien. Des oppositions, des abstentions. Merci. Le budget de Matussière. Alors, le budget de Matussière. C'est un budget, donc des budgets annexes avec des stocks. C'est des budgets qui sont toujours un peu plus compliqués pour moi à réaliser parce que quand on les travaille pas toute l'année, quand on revient d'une année sur l'autre, c'est toujours compliqué. Le budget de fonctionnement s'équilibre à 1 516 124,76 avec un stock initial de début d'année à 1 431 488. Qu'est-ce qu'il est prévu sur le budget de dépenses de fonctionnement? 40 000 euros pour le lancement de l'étude de programmation de l'aménagement paysager. Sur les recettes, pas mal de ventes de prévues pour 500 000 euros. Vente à Atelier 5, à l'Étincelle et à Eurolab. Stock final serait de 1 16 124,76. Au niveau du budget d'investissement sur cette zone, on s'équilibrerait à 2 80 871. On a dit stock final à 1,16 million. Pour équilibrer la section d'investissement, on prévoit un emprunt d'1,65 million. Les recettes sont constituées par l'excédent d'investissement de 650 000 euros. On l'a dit, ce budget-là pourra, dès qu'il sera terminé, réabonder des recettes importantes au budget général, parce que c'est une zone qui a mis longtemps à se développer, mais aujourd'hui qui pousse, et qui va bientôt se terminer. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, elle est quantitative. On demande à ce qu'elle soit un peu plus qualitative pour les voies douces, les piétons, et pour tous les gens qui font un peu tout et n'importe quoi, ce que nous a parlé Michel Combran la dernière fois. Donc on va essayer d'être rigoureux. On écoute toujours Michel Combran. Voilà. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Des oppositions, des abstentions? Merci. La zone de l'AGA, c'est un petit budget, stock initial 23 870 18. En 2025 sont prévus 3 000 euros de frais de géomètre et 110 000 euros de travaux pour finir l'enrobé. Sur les recettes d'investissement, stock final à 19 268,36. On a prévu une vente pour 120 387 € et la section d'investissement de stock s'équilibre à 130 434,33. Donc voilà, fin du budget bientôt, si on arrive à vendre le dernier terrain, et ce qui vraisemblablement sera le cas. Des questions? Des abstentions? Des oppositions? Merci. La zone de Felet 2, projet d'aménagement abandonné, le président vous en a parlé la dernière fois. Une section de fonctionnement qui s'équilibre à 627 320,41 €. Une section d'investissement qui s'équilibre à 1 102 259,67. Pas de nouveauté par rapport à Felet 2 par rapport à l'autre fois. Des oppositions, des abstentions. Merci. La zone de la H. Budget de fonctionnement s'équilibrant à 802 350. Le stock initial début 2025 est à 7 350. Pas grand chose là aussi. Sur le en recette prévue 180 883 € de vente. Sur l'investissement, un budget qui s'équilibre à 627 768,87 €. La zone de Lâche, appui Guillaume, 7 hectares 4. C'était la commune qui disposait de ces réserves foncières. Leur viabilisation doit nécessiter une extension des réseaux, notamment électriques. Beaucoup de terrain en zone humide. Et donc on a prévu des ventes. Donc c'est quelque chose qui s'est travaillé avec Puy-Guillaume et qui est dans les tuyaux parce que c'est une zone qui est demandée. Par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Des abstentions? Des oppositions? Merci. Racine 2, le retour. Budget de fonctionnement s'équilibre à 178 119,81 €.
Poursuite des études complémentaires sur cette zone. L'État nous demande, nous redemande. On voudrait aménager cette zone, mais on est drôlement embêté parce que on nous demande étude sur étude et on nous aide vraiment pas pour que cette zone sorte, et ça serait bien pourtant. En investissement, des dépenses qui sont stabilisées et équilibrées à 378 547,70. J'ai oublié le terme exact, je vais vous le retrouver sur les emmerdements qu'on a sur cette zone. Feuillet, c'est les études, comment on les Ouais, les études, je sais plus, putain, je trouve plus. Je retrouve plus. Je l'avais, je suis désolé. Service de l'État, je l'avais Racine 2 quelque part. Bon, tant pis. On est embêté sur les études. L'État nous donne pas beaucoup d'aide là-dessus et ça va demander beaucoup plus de temps qu'on pourrait bien l'envisager. Donc c'est un peu embêtant parce que extension de Racine. Ça y est, j'ai retrouvé ma ligne. On a déposé un dossier le 27 mars 2023. Le 27 mars 2023, il y a 2 ans, auprès de l'Adréal. De cas par cas. Ouais, sur un dossier de demande d'examen au cas par cas, de défrichement et d'aménagement concernant cette zone. On a eu un refus de cette demande au cas par cas. On a fait un recours gracieux qui a été rejeté par les services de l'État et on a redemandé une demande au cas par cas en modifiant le bornage. Voilà, 2 ans sans ce qui se passe rien, alors que des gens auraient envie d'acheter des terrains. C'est un peu dommage. C'est compte tenu de la superficie. Donc c'est une question de plus ou moins de 5 hectares. Et si on fait des... En gros, il y a la demande qu'on a faite portait sur une superficie pour laquelle les études qui étaient demandées auraient demandé non pas une déclaration mais une autorisation. Enfin bref, j'ai pas tout en tête, hein, il y a une question. Donc du coup, on a refait un périmètre plus restreint pour développer d'abord une première partie de la zone concernée. D'autres questions par rapport à ça? Des oppositions, des abstentions? Merci. La zone de la Chaupriade, c'est assez simple. Hein. La zone de la Chaupriade, en fonctionnement, on s'équilibre à 2 382 970. Des recettes qui correspondent à une vente. Donc un budget qui va mourir de sa belle mort. Et en investissement, des dépenses qui s'équilibrent, c'est du stock. 1 857 391 82. Des questions par rapport à ça? Des oppositions, des abstentions? Merci. Le budget politique de la ville, sur le fonctionnement, il s'équilibre à 992 443,93. On a là-dedans des charges à caractère général de 251 358 qui correspondent pour une grande partie à l'animation du PIG et de l'OPA. Des cotisations pour l'ADIL, le CAU et le SCOT. Refacturation en charge de personnel pour l'ANRU, l'OPH, le PIG, le logement et le contrat de ville. Voilà. C'est un budget qui avait pris un petit peu de retard et qu'on est en train de restabiliser. En recettes, dotation et participation, subvention du budget principal, subvention pour l'ingénierie en rue, OPH et PIG. Et sur le budget d'investissement, il s'équilibre à 740 000 €, des dépenses sur l'étude Conchette, sur les travaux Conchette, sur la subvention PIG et OPARH, et des subventions pour le PLH, pour les logements sociaux. Voilà. Pour financer cette section d'investissement, au chapitre 13, 359 000 € d'attribution de compensation de la ville de Thiers et de subvention d'investissement au budget principal. Des oppositions, une question, M. Barraud. C'est juste pour ma culture personnelle. RCCE, exactement, ça veut dire quoi? Non, Alors, je me suis renseignée. Effectivement, ce sont bien des reports de charges, comme je vous ai indiqué lors de la dernière commission des finances. Et en fait, c'est un code de notre SI, de notre système d'information comptable, Cyril. Une étape budgétaire qui, voilà, c'est du codage informatique. Il n'y a pas vraiment de signification aux sigles. Ah d'accord, c'est donc... CE veut rien dire quoi, report de charge. Charge exceptionnelle peut-être? Non, l'année antérieure.
Classique. Je préfère les recettes exceptionnelles. Oui. Des abstentions, des oppositions, merci. Le budget production d'énergie, il s'équilibre en fonctionnement à 151 942,92. On avait un excédent de fonctionnement de l'année dernière. Des recettes sur les ventes d'électricité. Sur le budget d'investissement, sur la section d'investissement, pardon, elle s'équilibre à 167 863,49. Remboursement de l'avance faite par le budget principal sur les dépenses. Donc voilà, budget qui va bien. Également, il y a eu sur les investissements, il y aura l'installation de panneaux solaires sur la maison du lac et la ferme de Chamballon pour 42 000 euros. Donc on rentre sur des budgets d'investissement et puis intéressant pour la maîtrise de l'énergie. Des abstentions, des oppositions. Le budget, nouveau budget de la zone d'activité d'Augerolles, qui s'équilibre à 158 000 euros en fonctionnement, achat de terrain 95 000, études 65 000, et la même somme en investissement. Donc c'est le démarrage d'une belle aventure pour cette zone-là, qui a des demandes, donc voilà pourquoi on la crée, des oppositions. Des abstentions, merci. Et le dernier budget, on vous en avait parlé la dernière fois, c'est la zone de la Poste à Celles-sur-du-Rôle. Un chapitre de fonctionnement qui s'équilibre à 637 000 euros, qui correspond à l'acquisition d'un bien et de terrain à 500 000 euros, des études de requalification et d'aménagement à 135 000 euros, ça fait 635 000 euros. Et sur la section d'investissement, puisqu'on n'a pas encore fait d'opération, également la même somme d'équilibre à 637 000 euros. Des oppositions, des abstentions. Merci beaucoup. Alors, voilà pour les budgets. On passe au point 7, les subventions et participations. Elles n'ont pas bougé par rapport à la dernière fois. Vous les avez dans votre document. Je ne vous les relis pas. Des questions? Ouais, David. Oui, étant donné que je suis administrateur d'une association qui demande ces subventions, je ne participerai pas au vote, s'il vous plaît. Ok, Alex. Merci. Tu veux enfoncer le... Enfin... Merci Alex, c'est trop tard. Marie-Jo. Ouais, vas-y Alex. Il faut enfoncer le micro. Le micro, il n'est pas mis. Non, mais là, il est... Oh, mais c'est que la question doit être toute pourrie, Alex, je pense. Il faut le tourner. Sinon, on prend le micro de ta voisine. Ouais. Pour le creux de l'enfer, tu veux qu'on le supprime? Ah. 1500 ou 2500 parce que j'ai vu deux chiffres différents en fait entre le tableau qui nous est communiqué sur le document CFUBP et sur la convention. C'est deux choses différentes. Ah, c'est pas d'accord. Donc c'est pas à la place, c'est plus. Ah, chouette. Ah, c'est une bonne nouvelle. Très bien. Pas pour le VPO Finance, mais... Oui, mais pour le... Mais pour les ça, amis de la culture, c'est bien. Voilà, exactement. Bon, merci pour l'information. Merci au président, j'aurais été incapable de te répondre. Pareil de l'équipe. Voilà. Des oppositions, des abstentions, merci. Les autorisations de programme pour la piscine. La piscine, elle va bien, il y a du monde, ça fonctionne. Voilà, il y a de l'eau. Elle est échue, donc voilà, 2024. Des oppositions, des abstentions, merci. Le barrage d'Aubusson, c'est pareil, très bel équipement, terminé en 2024. Des oppositions, des abstentions, merci. L'écopole, là, on en a discuté. Des oppositions, 1, 2, 3, 4, 5. Abstention. Ok, des oppositions? Non. L'autorisation de programme de la création d'un multi-accueil et relais petite enfance, vous l'avez. 121 000 en 2025, 2,4 millions en 2026. Des oppositions?
Des abstentions? Merci. Et provisions pour risques et charges, je ne vous relis pas le rapport, vous l'avez lu, je vous en ai parlé la dernière fois. C'est pas une bonne nouvelle pour les collectivités, on est obligé de provisionner parce que les assurances sont moins en moins joueuses avec nous. On provisionne sur 4 ans sur le budget principal des déchets ménagers pour le personnel et pas mal d'autres choses. Donc on le lisse sur 4 ans par rapport à ça. Est-ce que vous avez des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Voilà, les documents budgétaires sont terminés. Je voulais remercier le président, les vice-présidents qui ont bossé également sur leur politique toute l'année. Et je les remercie de leur travail. Je vous demande, les vice-présidents avec vos services, d'être très, 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 très vigilants sur les dépenses. Il faut qu'on ait un vrai service public, mais essayez, j'ai demandé aux services financiers de faire des analyses trimestrielles sur les dépenses. Il faut vraiment qu'on maintienne une rigueur budgétaire forte, même si on a de l'ambition. L'ambition et rigueur peuvent aller de pair, donc voilà. Merci à notre directrice des finances, à Noël, à toutes ses équipes, et notamment à Françoise, qui m'ont délivré des documents qui étaient parfaits, qui étaient lisibles. J'ai demandé beaucoup de précisions, je les ai eues, ce qui me permettra sûrement de pouvoir vous donner l'année prochaine des documents encore plus lisibles et qui vous permettront de lire encore mieux le budget pour cette année. En tout cas, merci Noël et merci à toutes les équipes et merci au président pour sa confiance. Merci Olivier. Alors, je vais mettre une toute petite nuance sur ce que tu viens de dire, c'est que les documents budgétaires sont pas terminés. Je vous invite à les garder au moins jusqu'au 31 décembre, voire jusqu'au vote du prochain budget, pour que vous, en tout cas, puissiez suivre ce que nous avons voté. Et puis, on vous a transmis quelques kilo-octets de documents informatiques ou quelques kilos de papier pour ceux qui ont préféré les papiers. Donc, gardons-les le temps de l'exécution comptable. Merci à toutes et tous, merci Olivier. Un point RH avec Philippe Blanchose pour le rapport numéro 13. Oui, merci Monsieur le Président. Donc effectivement, un seul point RH aujourd'hui. Donc nous vous sollicitons pour la mise en place de la majoration des heures complémentaires. Donc les heures complémentaires, il s'agit du dépassement horaire concernant les personnels en temps partiel. Dans ce cadre, donc on vous propose de majorer de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 10e des heures hebdomadaires de service afférentes à l'emploi à temps non complet et de 25% pour les heures suivantes, toujours dans la limite évidemment des 35 heures. Et donc on vous propose la mise en place de cette majoration des heures complémentaires à compter du 1er mai de cette année. C'est un symbole. C'était le sens. Eric Beaucourt. Bon, c'est extra-légal, c'est facultatif. Ah non, c'est légal. C'est obligatoire. Ah non, c'est pas obligatoire. Mais c'est légal. La majoration, Prévu par la loi. La majoration des heures complémentaires. Oui. Ah bon. Parce que la question, c'est de savoir si on faisait pareil dans toutes les collectivités. On fait pareil dans la mesure où chacun fait ce qu'il veut, mais dans la mesure où on peine à recruter. On va voir. Je parle pas de l'opportunité, là, je parle ça fait un peu partie de la question, l'opportunité. Oui, mais la question portait sur la cohérence territoriale. On en a besoin. Si tu me dis que c'est obligatoire... Non, c'est pas obligatoire, c'est prévu par la loi. Oui, ça d'accord. C'est une possibilité qui est laissée au choix de l'Assemblée délibérante. Tout à fait. Pour être clair. Donc, Oui. c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Et là, voilà, moi je dis que ça serait bien que les différentes collectivités s'harmonisent. Voilà. D'abord parce que les agents peuvent aller d'une à l'autre et que ça pose problème à long terme. C'est une remarque. Je suis pas opposé à améliorer autant que faire se peut, bien entendu, le sort des salariés qui sont quand même largement sous-estimés, sous-payés dans la FPT. Puis là, on ne parle pas de régime indemnitaire, on parle bien de valoriser ceux qui travaillent en plus de leur temps de travail. C'est clair, voilà. Donc il n'y a pas d'opposition, il y a juste une question. Oui. Alors, avis contraire. Ah pardon, Monsieur Barrault.
Et on a une idée du nombre d'heures complémentaires qu'on a, du budget afférent On avait fait ce genre d'estimation. Je regarde Marie-Jo Bardet, notre directrice générale ressources. L'enveloppe annuelle, j'avais retenu une trentaine de milliers d'euros, mais je suis peut-être un peu loin. 1600 heures. Donc, nombre d'heures, 1600 heures. Ça ne fait pas un chiffre, ça, mais d'argent. Entre 20 et 25 000 euros. Entre 20 et 25 000 euros, M. Barrault, pour le budget de TDM qu'on vient de voter. Et donc, pour les... Je reviens vers les salariés, parce que des fois, certains salariés sont à temps partiel suivis, pas forcément désirés. On fera un suivi pour éventuellement intégrer si on fait constamment... On le fait en temps réel. Quand les heures sont récurrentes, on réévalue le temps de travail des postes. C'est fait. Alors, depuis la création de TDM, on en a passé beaucoup. Alors, je fais voter le rapport de Philippe Blanchose, que je remercie. Avis contraire. Abstention. Merci. Stéphane Rodier pour le rapport suivant. Bonjour. Allez, rapport suivant. Il s'agit de faire voter en fait un achat de terrain pour une création de zone d'activité économique sur la commune d'Augerolles. On a été saisi par Ludovic Combe à cet effet. Et on a créé le budget qui va avec. Ouais. Et donc, il s'agit d'acheter 2 parcelles, dont une est en partie en zone AUI pour 22 400 mètres carrés et les autres parcelles sont un peu plus petites, BH 63 3 770 mètres carrés et BH 225 2090 mètres carrés avec un montant de 92 759 € hors taxe. Y a-t-il des questions sur cette affaire? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une convention avec le club Terre d'Industrie, pour l'année 2025-2026. Est rappelé dans l'affaire la dynamique qui a été enclenchée au travers de la création de ce club d'entreprise. Vous avez un peu plus de 60 entreprises industrielles et artisanales qui sont maintenant membres de ce club et les principaux employeurs locaux en termes industriels sont bien représentés puisqu'on a à peu près 60% des emplois industriels qui sont représentés dans le club. Alors on est dans un travail d'accompagnement pour de la relocalisation et de la réindustrialisation du bassin thiernois et de l'insertion des jeunes. Vous avez le plan d'action, je ne vais pas le développer, il est dans la ferme et il est souhaitable d'accompagner financièrement le club territoire d'industrie avec un montant de 7 000 € en 2025 et 7 000 € en 2026, soit 14 000 €. Vous verrez dans le plan d'action, il y a beaucoup de choses qui relèvent aussi de l'accompagnement sur à la fois l'identité, sur toute l'offre de formation en accompagnement des lycées CFAI qui sont sur le territoire. Voilà. Y a-t-il sur ce point une intervention? Des votes contraires? Des abstentions? Je vous remercie et je vous rends la parole. Merci Stéphane. Philippe Kerr a un certain nombre de rapports techniques liés aux déchets ménagers, mais il a l'habitude de nous enthousiasmer, donc il va perpétuer cette habitude. Merci, Philippe, c'est à toi. Des recettes. Oui, je suis bien d'accord. Voilà, simplement, nous avons l'habitude de traiter ce dossier. Il s'agit simplement d'un avenant à la convention de partenariat entre Emmaüs 63 et le Valtom sur la refacturation aux collectivités adhérentes au Valtom. Bien sûr, pour nous, c'est une perte. Cependant, nous l'avions évoqué déjà précédemment, il s'agit de faire perdurer les activités d'Emmaüs depuis Guillaume. Donc, il vous est proposé, au terme du rapport, je pense que vous l'avez consulté, il est un petit peu long et bien détaillé. Voilà, de voter, en fait, l'avance de l'indemnité à Emmaüs 63
par le Valtom, puis la facturation à notre communauté de communes sur la partie qui nous incombe. Voilà, et d'autoriser le président à signer tous les documents afférents à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Avis contraire, abstention, merci. Philippe, le rapport suivant. Oui, il s'agit du contrat de collecte des pneumatiques usagés. Donc, c'est une reconduction du contrat que nous avions. Donc là, il s'agit d'alliés purs. Donc, il s'agit simplement de reconduire ce contrat. Donc, c'est toujours quelques euros à gagner. Donc, il est important de signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Avis contraire, abstention. Merci. Le rapport suivant sur les conventions avec le parc, c'est Thomas Barneria qui a la parole. Merci Tony. Je vous propose une convention entre le parc et TDM dans le cadre du contrat territorial sur la DOR, des travaux de désenrochement. C'est prévu depuis pas mal d'années. Pour anticiper ces travaux, la communauté de communes s'est portée acquéreur des parcelles qui pouvaient être concernées par le désenrochement. On a commencé en 2016, on a fini de les acquérir cette année ou l'année dernière. Donc maintenant, on peut passer à la phase opérationnelle de travaux. Il s'agit d'un petit enrochement, le premier d'une longue lignée, je l'espère. Même si le sujet est un peu clivant, j'invite tout le monde autour de la table à défendre ce projet pour redonner sa naturalité à la DOR et lui redonner une bonne santé. Et si elle est en bonne santé, elle nous donnera de l'eau pour l'avenir. Pas mieux, hein? C'est bien pour un jour. C'est bien pour moi pour un jour. De l'eau de qualité. Des questions? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Pierre, Rose. Ah non, avec un micro, Pierre. S'il te plaît, parce que ça va faire des déçus sinon. Je vais partir, moi. Non. Non. Il est là depuis ce matin. Donne-lui le micro. Pierre, ça marche là. C'est une convention de partenariat avec l'association Culture du Cœur. Alors après tous les millions qu'on vient de dire, là, c'est une participation de 100 € en cotisation à l'association Culture du Cœur. C'était pas dans, je sais pas si c'était dans le budget. On a un peu l'impression que Pierre fait la manche là, hein, mais bon. C'est dans le cadre. Donc, il propose de conventionner avec l'association Culture du Cœur qui met à disposition des places pour des manifestations culturelles et sportives aux populations démunies et éloignées de la culture. Pour ce faire, elle passe par des structures relais motivées dont le travail s'inscrit sur du terrain au contact de ces populations. Chez nous, donc, c'est avec l'Orangerie, le centre social intercommunal. Donc il est proposé d'approuver la signature de la convention avec l'association Culture du Cœur, d'approuver l'adhésion annuelle à l'association Culture du Cœur de 100 € et d'autoriser le président à signer tout document relatif à cette action. Bien, merci pour ce rapport enthousiasmant et comme nous avons bon cœur, je propose de voter cette subvention. Avis contraire? Abstention, merci. Pierre, sur la base de ce résultat, je te propose de faire le rapport suivant, partenariat avec le Creux de l'Enfer. Donc là, il y a une... Après le cœur, c'est l'enfer. Donc là, dans les annexes, c'est une modification, tu m'as dit, pour les durées. Oui, c'est pas une durée de 3 ans, c'est une durée de 2 ans. Et le préavis est à 4 mois. On a 2 petites modifications qui ne changent rien sur les montants, c'est juste les durées. Donc, durée 2 ans, préavis 4 mois, au lieu des durées écrites dans les rapports. Donc la convention de partenariat avec le Centre d'art contemporain du Creux de l'Enfer. Creux de l'Enfer, labellisé Centre d'art contemporain, assure des missions de production, de diffusion et de médiation culturelle. Il propose une programmation annuelle d'expositions monographiques ou collectives, de cycles de rencontres et de conférences et d'événements publics exceptionnels en présence des artistes. Le Creux de l'Enfer et Tiers d'Or et Montagne portent l'ambition de rendre accessible la création contemporaine à l'ensemble des habitants de la communauté de communes. Les expositions temporaires sur les jours et horaires d'ouverture au public seraient rendues gratuites pour les habitants résidant sur Tiers d'Or et Montagne, excepté les visites de groupe, les ateliers de pratique ou tout autre événement relatif à une tarification spéciale.
En contrepartie, Tiers d'Or et Montagne accepterait une subvention de accorderait une subvention de 2500 € au Creux de l'Enfer, correspondant à l'équivalent de 500 entrées. Donc les habitants du territoire auront l'entrée gratuite aux expositions du Creux de l'Enfer, et le Creux de l'Enfer serait dédommagé puisque le Creux de l'Enfer, suite aux travaux, va réouvrir en mettant une tarification sur son entrée. Donc il est proposé au Conseil communautaire d'approuver une subvention de 2500 € pour l'année 2025 au Creux de l'Enfer pour permettre un accès gratuit aux habitants de Tiers d'Or et Montagne, d'approuver le projet de convention joint en annexe, donc modifié comme on vient de le dire, et d'autoriser le président à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci Pierre. Question Éric Boucourt. J'avoue que j'ai pas lu la convention, j'ai pas eu le temps, mais si j'ai bien compris, parce que jusqu'ici, ça a toujours été gratuit l'entrée au code. Donc ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'on va faire payer les autres, ceux qui n'habitent pas le territoire, les touristes en clair, ou les visiteurs. Quoi. C'est le Creux de l'Enfer qui va baisser la tarification. Donc ça fait une nouvelle recette. Bon, il y en a pas. Ça va être de l'ordre de 5 €. 5 €. Parce que nous, c'est 500 € pour 2500. D'après ce que j'ai compté, 2500 € pour 500 entrées. Bon, je suppose que ça a été réfléchi en conseil d'administration, mais pour les habitants de la communauté de communes, ça ne change rien, sauf que la communauté de communes participe quand même. Oui, ce qui est logique que la communauté de communes s'intéresse à un centre d'art. Oui, non, mais. Donc on sort la carte d'identité. D'intérêt national, merci Pierre. Donc on sort la carte d'identité quand on arrive. Sans doute. Ça. Sans doute. Ouais. Comme dans d'autres services publics. Hein. Non, mais ok, ça va faire drôle. Et donc, le musée de la coutellerie, il faut bien trouver quelques recettes. Hein. Mais le TDM ne participait pas du tout au Creux de l'Enfer. Là maintenant, il y a une subvention de fonctionnement de 1500 € et de 1500 € pour le dédommagement des entrées gratuites. Mais mon argument pour entraîner des gens, c'était que c'était gratuit. Oui, jusqu'à une certaine distance. D'accord. Sinon, venez habiter à Tiers d'Or et Montagne et vous continuerez à avoir une entrée gratuite au Creux de l'Enfer. Bien, avis contraire, abstention, merci. À l'ordre du jour, vous avez un rendu compte des délibérations du bureau communautaire. Il n'y en a eu qu'un depuis notre dernière réunion, celui du 13 mars et du 27 mars. Et puis le rendu compte habituel des délégations que j'exerce suite à ce que vous m'avez transféré. Y a-t-il des questions diverses ? Alors avec un micro, c'est mieux. Oui, Micro crèche. Allez. Oui, on avait voté. Délégation. Oui, voilà. Et donc je vois que vous avez donné un avis relatif à une microcrèche. Elle se trouve où? À Matussière. Capot et Grenouille. À Matussière. Matussière, au rez-de-chaussée du bâtiment qui abrite Acto Intérim. Acto, oui. Ah, d'accord. Oui, c'est bon. Bon, merci. Capacité d'accueil. Les micro-crèches, c'est maxi plafonné à 12. Ouais. C'est un service pour les gens qui travaillent. Oui, essentiellement aux salariés, oui. Ouais, c'est bon. Bien, d'autres questions? Je sais pas si... Il n'en est rien, je vous remercie. Merci à toutes et tous, je vous propose de lever la séance. Il y a un changement de statut et ça va être d'encadrement. Tu es encore chemin ?